Chers frères et sœurs, chers visiteurs, chers amis, j'ai cru comprendre que j'avais le choix, être ici ou être là-bas. Alors je vais descendre pour remonter, histoire de ne pas trop changer les traditions, même si je sais que c'est difficile parfois de faire autrement que comme on a l'habitude de toujours faire. Je me réjouis également de pouvoir partager ce sabbat avec vous. Merci pour l'invitation et la possibilité de retrouver, de revoir des visages connus, d'autres qui le sont moins ou pas du tout, et avec lesquels c'est un plaisir de pouvoir faire connaissance et de partager ces quelques heures ensemble. Pour commencer, je voudrais vous transmettre les salutations de toute la part de l'équipe de la Fédération, en particulier celle de son président, le pasteur Jean-Jacques Chaffaugrac. Nous répartissons les visites, essayons d'être présents le plus possible dans les églises qui composent la Fédération, et c'est ainsi que nous partageons des sabbats avec nos frères et sœurs. Lorsque vous décidez de vous engager avec le Seigneur, c'est une décision qui est lourde de conséquences, parfois difficile, et plus particulièrement quand vous acceptez le ministère, la vocation pastorale à laquelle il vous appelle. Et pour ce faire, vous vous dites, le Seigneur va m'accompagner, donc normalement ça devrait bien se passer. Normalement. Avant d'aller étudier à Collonges la théologie, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, et je fais un petit clin d'œil à un de mes professeurs qui est assis dans ces locaux, mon collègue et ami, le pasteur Carl Johnson. Oui, le temps évolue, hein, j'étais étudiant à une époque, et toi aussi tu l'as été. Et donc j'étais en région parisienne. J'ai été objecteur de conscience. Pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça correspond, parce que ça n'existe plus, c'est ceux qui refusaient de prendre les armes, refusaient de faire l'armée. Et à cette époque, vous aviez deux possibilités. Soit vous étiez quelqu'un qui s'impliquait dans un organisme, une association, en tant que service civil, soit vous trouviez une autre association, mais c'était cette fois-ci en tant qu'objecteur. Et je me suis retrouvé donc à être au sein de la Fédération France-Nord, dans le département de la jeunesse, avec à l'époque le pasteur Sylvain Ballet, qui était le responsable de ce département. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer celle qui va devenir mon épouse. Et quand le Seigneur a fait suffisamment de choses en moi pour me faire comprendre qu'il m'appelait à être pasteur, ce que je n'avais pas du tout envisagé au départ, on a commencé à mettre en place la logistique. Celle qui est devenue mon épouse avait un appartement à Créteil, j'avais moi-même un appartement à Créteil, donc en région parisienne, et nous étions censés nous installer à Collonges. Nous n'étions pas encore mariés à cette époque, et donc j'avais moi le privilège d'être obligé d'être en internat à Collonges, donc pas trop de difficulté pour trouver un hébergement. Par contre, mon épouse, il lui fallait trouver un lieu pour habiter là-bas. Et comme on n'avait pas encore trouvé, on s'était contenté, en arrivant à Collonges, donc les cours avaient commencé, simplement de mettre ses cartons, ses affaires dans mon appartement, qu'on avait gardé encore un peu, et puis de rendre le sien, et tout était prêt, mais le déménagement n'était pas encore effectué. Et effectivement, il a fallu qu'on s'organise. Alors, les cours avaient donc débuté, on était début septembre, si je me rappelle bien, en 1999. Et voilà comment on avait décidé de faire la chose. Les cours se déroulaient les lundis, mardis, pas de cours le mercredi, jeudi, vendredi. Et donc on s'est dit, on loue un véhicule suffisamment grand pour mettre toutes nos affaires depuis Collonges, on monte sur Paris le mardi soir, on charge le mercredi, on fait le voyage, et on décharge, on rend le camion, et on a terminé avec cette affaire-là. Ça, c'était la théorie. Parfois, dans la vie, on pose un cadre, on pose une théorie, et puis on se rend compte que c'est pas toujours comme le film qu'on avait envisagé, que le scénario diffère par rapport à la réalité.
Alors le voyage aller s'est bien passé, on a dormi chez des amis en région parisienne, et le lendemain matin, 8 heures, on était au charbon, comme on dit, avec justement un ami qui était là juste pour 20 minutes, une demi-heure, pour nous aider à charger le plus lourd. Alors pour vous situer, c'est une tour, 14 étages, j'habitais au 7e à l'époque, un bon chiffre normalement, et voilà comment on avait procédé. Donc j'avais garé la camionnette qu'on avait louée, juste devant l'entrée de l'immeuble. Je mettais les cartons dans l'ascenseur, mon épouse, ma future épouse, les récupérait dans le hall d'entrée, et puis une fois qu'on avait vidé tout l'appartement, on chargeait le camion. Et à un moment, je me suis dit, mais on va avoir un problème parce que tout ne va pas rentrer dans le véhicule. J'avais fait tous mes calculs bien. Donc on a essayé d'agencer encore mieux Tetris, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, mais malgré tout, ça ne rentrait pas. Donc j'ai été contraint de trouver une solution, et vous savez ce que c'est, à l'époque, quand on est étudiant, on n'a pas toujours les moyens financiers qu'on voudrait, parce que les études de théologie coûtent cher, et donc il faut trouver une solution pour ne faire qu'un seul voyage. On n'envisageait pas de refaire un trajet, un aller-retour supplémentaire. Alors je me suis dit, une des solutions, c'est mettre un certain nombre de choses sur la toiture du véhicule. Ce n'est pas vraiment fait pour, mais il doit y avoir moyen. En particulier le matelas, le sommier et quelques planches du lit. Mais pour ce faire, il faut quand même un minimum de choses. Alors, celle qui était à l'époque ma fiancée est allée, Valérie, est allée acheter une bâche, des sangles, de la ficelle, etc. Et on a commencé à essayer de tout gérer. Sachant que, et je vous donne quelques détails, vous verrez que c'est utile pour la suite du récit, sachant qu'il y avait une rampe pour les personnes à mobilité réduite, et sur cette rampe, un garde-corps, et que j'avais garé le véhicule vraiment juste à côté de la rampe, ce qui m'avait permis de monter sur le garde-corps pour aller gérer mes affaires sur la toiture. Donc, on part, mais au lieu de partir vers 10h, 10h30 comme je l'avais espéré, on part, il est déjà 15h. Parce que forcément, cette histoire de Tetris et de mettre toutes les affaires sur le toit nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons à peu près 550 km à faire, entre donc Créteil, région parisienne, jusqu'à Collonges. Quand on arrive à la barrière de péage sur l'autoroute A6, on passe cette barrière, et là, il y a les douanes volantes qui nous font signe, qui nous font garer le véhicule, et le gentil monsieur vient me trouver, puisque j'étais le conducteur, et il me dit « Bien, il va falloir décharger entièrement le véhicule pour que je puisse fouiller vos affaires avant que vous ne repartiez. » Alors là, vous faites un petit calcul vite fait. On y est depuis le matin à 8 heures, il est 16 heures, et on a encore 500 km à faire, et il faut gérer la suite. Alors je me suis retrouvé, moi qui suis très très timide, à dire quelque chose que, c'est sorti de moi, et je ne pensais pas que j'arriverais à sortir ça. Je lui dis non, ça ne va pas être possible. Alors c'est un peu bizarre, c'est quand même un douanier. À la base, on ne dit pas ça aux douaniers. Hein. Je lui dis ça ne va pas être possible. Je lui explique que je suis étudiant, je vais être pasteur et que j'ai rien à faire avec la drogue, que je vais me contenter d'ouvrir un petit peu la portière. Alors c'était deux vantaux, la portière à l'arrière de la camionnette. D'ailleurs, on n'avait pas réussi à fermer en entier. J'avais mis une sangle aussi pour la tenir. Et vous faites sentir votre chien, et dans 5 minutes, on repart parce qu'on a encore plein de kilomètres à faire, etc. Alors, il a dû être aussi surpris que moi, je pense, le monsieur. Et il s'est exécuté, bizarrement. Donc, nous voilà repartis. Et puis, à un moment, il y a des véhicules qui nous doublent et qui nous klaxonnent. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui peut bien se passer qu'on nous double et on nous klaxonne? Et alors, même si vous êtes au milieu de l'autoroute, qu'il n'y a pas d'aire de repos, etc., vous dites, il y a peut-être quelque chose, il faut au moins que je fasse le tour du véhicule, que je vérifie le chargement, donc je descends et on se gare sur le bord de l'autoroute. C'était il y a 20 ans bientôt, et donc à l'époque, c'était encore à peu près supporté comme idée. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire avant qu'il se passe quelque chose. Mais justement, il s'est passé quelque chose. Le problème, c'est que je n'avais plus mon garde-corps du matin. Vous vous rappelez, pour charger, j'étais monté sur le garde-corps. Et là, c'était haut,
Comment gérer? Alors la solution qu'on a mise en place avec Valérie, ça a consisté à ce que, c'est un peu cocasse, j'ai un pied qui soit coincé sur un des gonds de la porte à l'arrière. D'accord? Elle tient un des pieds avec une main. Et ensuite, elle me tient derrière comme ça, et moi je suis là en train d'essayer de gérer. Et à ce moment-là, vous avez un gendarme avec sa grosse moto qui arrive, genre Chips, pour ceux qui connaissent, c'est la série, qui se gare juste derrière nous. Et donc imaginez un peu le cliché, hein, Valérie comme ça, moi, bon. Et le monsieur nous explique qu'en fait, on a perdu des planches sur l'autoroute. Heureusement, il n'y a pas eu, a priori, d'accident, ni d'incident. Et il nous dit, c'est hors de question que vous fassiez rebrousser chemin ou que vous alliez chercher à pied les planches, c'est perdu, c'est perdu. Je dis, ok, on fait une croix sur le lit. Mais là, il nous dit, bon, comme c'est dangereux, je vais vous mettre une amende. Bon, alors, comme avec le douanier, je me retrouve à dire, mais là, j'ai regretté après, je dis, ben non, si le véhicule est dangereux, de mettre une amende, de toute façon, ça ne changera rien, il sera toujours aussi dangereux. Ce qui était vrai en soi. Et là, il me dit, ah oui, oui, vous avez raison, je vais l'immobiliser. Je dis, oui, c'est bien, monsieur l'agent. Et j'ose lui dire encore à nouveau, je lui dis, mais ça, c'est pas une solution non plus. Je lui explique que je suis étudiant en théologie, que je veux devenir pasteur, etc., et qu'on a encore 350 km à faire, décharger le véhicule et tout. Et là, je pense qu'il a eu un peu pitié quand même. Donc, il a oublié l'amende, et puis il nous a expliqué ceci. Dans 3-4 km, vous allez trouver une sortie. Vous allez la prendre. En bas de la sortie, après le péage, il y a un rond-point, et après le rond-point, il y a un supermarché, je ne vais pas dire le nom, et vous allez faire les courses nécessaires pour sangler mieux ce qui est sur la toiture du véhicule. Ok, et il nous dit, si vous ne le faites pas, je le saurai de toute façon et je vais vous retrouver. Je ne sais pas comment il aurait fait ça, mais bon. Donc on s'est exécuté, bien entendu. Là, sur le parking, j'étais content parce que j'ai trouvé de quoi monter sur quelque chose, voilà, au niveau des caddies, vous avez toujours un certain nombre d'éléments qui vous permettent de monter, donc on a ressanglé et on part. Et à peu près une demi-heure après, là on se dit, bon, après quand même les douaniers, le gendarme, les planches perdues sur l'autoroute, on va peut-être finir par pouvoir terminer notre trajet. Ben non, parce qu'il se met à pleuvoir, mais des cordes, des seaux d'eau. Ce qui fait qu'au lieu de rouler à 90-100, on était obligé de rouler à 30, 40, 50 km/h maximum. Et il pleuvait, et il pleuvait. Et pour ceux qui connaissent, donc, tout le début, ça se passe bien. Mais après, quand vous arrivez vers la Haute-Savoie, ça commence à monter de manière sympathique, et puis ça tourne bien aussi, même si c'est l'autoroute. Et alors, c'est l'époque des dinosaures, désolé pour les jeunes, hein. Les téléphones mobiles, portables, smartphones, iPhone et tout ce que vous voulez n'existaient pas. Si, il y a eu une époque, ça n'existait pas, ces histoires-là. Donc, difficilement possible de prévenir. J'avais 2 camarades qui attendaient, enfin, qui avaient fini d'attendre d'ailleurs, et que je ne savais pas comment prévenir. Parce qu'ils n'étaient pas dans leur chambre. Moi, je n'avais pas de téléphone non plus, il fallait trouver une cabine, enfin, bref. Je dis, c'est pas possible. Et donc, on arrive à peu près vers 23h, 23h30 à Collonges. Enfin. Et là, il pleut toujours des cordes. Et vous êtes content parce que vous avez toutes les affaires à l'intérieur. Il faut les mettre dans l'appartement que ma fiancée avait trouvé. Mais comment vous faites cette histoire-là? Heureusement, il y avait un espèce de balcon qui permettait d'abriter un petit peu le véhicule. Et là, je commence... Alors, c'était des vrais amis. Hein. Ils étaient allés manger, ils étaient allés étudier, et ils repassaient de temps en temps pour voir si on était arrivé ou pas, pour venir toujours filer un coup de main. Donc, on se retrouve à 4, on va décharger, et je dis à Valérie, tu ouvres l'appartement, c'est chez elle, hein, jusque-là. Tu ouvres l'appartement, et nous, on commence à décharger. Et là, elle me dit, mais j'ai pas la clé. Je dis, mais comment ça, tu n'as pas la clé? Elle me dit, ben oui, parce que la clé, elle est dans mon sac. Je lui dis, d'accord, et ton sac est où? Elle me dit, ben c'est un des premiers qu'on a chargé dans le véhicule. Je dis, d'accord.
En fait, il était dans ce qu'on appelle la capucine, c'est-à-dire au-dessus de la cabine, vous avez un volume supplémentaire, mais qui, alors dans certains véhicules, est accessible directement depuis la cabine. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Il fallait passer par l'arrière. Pour passer par l'arrière, il faut normalement que le véhicule soit à peu près vide. Et il pleut, le matelas est complètement inondé, enfin bon. On a fini notre histoire. Alors, on a vidé juste le haut du véhicule à l'arrière, et puis j'ai fait de la spéléologie pour aller chercher le sac avec la clé. Et on a fini de décharger, il était à peu près 4 heures du matin, 4h30. Et le lendemain matin, normalement, il fallait donc rendre le véhicule avant 8 heures, et puis être en cours à 8h30. Donc c'était un peu serré comme programme aussi. Et j'étais donc à l'internat et avec mon compagnon de chambre, je me dis, tiens, quelle heure il peut bien être, parce que j'avais mis mon réveil, mais visiblement, je ne l'ai pas entendu. Et mon compagnon de chambre commençait à se préparer, etc. Et je sors, j'émerge enfin, et je lui dis, mais il est quelle heure, Daniel? Il me dit, il est 7h30. Il dit, quoi, il est 7h30, c'est pas possible. Alors, branle-bas de combat, etc. On arrive, je finis l'histoire parce qu'il y a une petite note humoristique quand même. Branle-bas de combat, etc. Je récupère Valérie, on va avec 2 véhicules jusqu'à Annemasse, pour ceux qui connaissent. Et là-bas, on rend le véhicule, on fait le plein. Alors la station, j'avais préféré éviter de faire le plein là, mais vu l'horaire, j'avais pas le choix, sinon j'allais payer une journée supplémentaire. On fait le plein juste au niveau de l'agence de location. Et là, elle me donne la facture, la petite dame. Elle me dit, tiens, c'est bien, c'est moins cher que ce qui était prévu au départ, sur le devis. Et je lui pose la question, je lui dis, mais comment ça se fait que c'est moins cher que ce qu'on avait convenu ensemble? Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, quand vous êtes parti mardi, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de véhicule. Au lieu de vous donner un 12 mètres cubes, je vous ai donné un 10 mètres cubes. Je dis, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à mettre toutes les affaires. Et elle me dit, j'aurais bien voulu aimer pouvoir vous recontacter, mais j'avais pas moyen. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans toute cette galère. Où je veux en venir? La vie que nous menons, elle est parfois un petit peu comme celle que je viens d'évoquer. On a des projets, on a des plans, on a essayé d'organiser les choses, surtout si vous êtes un peu, j'allais dire maniaque comme moi, mais oui c'est ça, vous êtes un peu perfectionniste, essayez de faire les choses bien, et donc c'est organisé. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a de temps en temps des douaniers, des gendarmes, des planches qui tombent, etc. et quoi d'autre. Il y a un homme, j'aimerais qu'on évoque quelques éléments par rapport à lui, qu'on trouve dans la Bible, et qui a été un grand voyageur. J'invite à prendre juste un verset qui le concerne, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 12. Verset 1, donc, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je savais que j'allais à Collonges, j'y étais déjà. Abram, lui, ne sait pas où il part. Et je ne sais pas si on aurait eu le courage, comme lui, de nous mettre en route, sans savoir même où on va. Même si c'est Dieu qui vous le demande, est-ce que vous seriez parti? Et puis, on sait ce qu'on quitte, comme on dit, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Encore moins quand on ne sait pas où on va. Maintenant, avec Internet, c'est pratique parce qu'on peut découvrir déjà là où on va aller avant d'y être. On peut même voir les photos des façades, etc., des habitations et autres. Va-t'en. Abram,
son histoire est particulière parce que Dieu va vouloir changer son nom. Alors il va passer d'un nom qui veut dire père d'un peuple ou père élevé à père d'une multitude, Abraham. Alors quelle différence qu'il y a entre père d'un peuple et père d'une multitude? On ne sait pas trop. Qu'est-ce que signifie ce changement de nom entre Abram, comme c'est le cas ici quand Dieu l'appelle, lui demande de quitter sa famille, et le Abraham qu'il va devenir? En fait, quand on regarde en hébreu, il y a une différence fondamentale, s'il y a une lettre, parce que l'hébreu, c'est surtout les consonnes qui sont intéressantes, il y a une lettre, une consonne que Dieu va mettre dans son nom. Cette consonne, c'est un He. Alors pour ceux qui le savent, le nom de Dieu dans la parole de Dieu, souvent c'est Yahvé. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prononce. Nos amis juifs auraient dit Adonai pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Yahvé. Alors Yahvé, ça s'écrit Yod, He, Vav, He. Les choses intéressantes, la lettre que Dieu va intégrer dans le nom d'Abraham, c'est justement un He. Cette lettre qui revient 2 fois dans le nom de Dieu. Comme si Dieu avait voulu dire à Abraham, ça ne va pas changer fondamentalement le projet que j'ai pour toi, que tu sois le père d'une multitude, d'un grand peuple, d'un peuple élevé. Mais ce qui va changer, c'est que je vais entrer dans ton existence. Je vais entrer dans ta vie. Je vais mettre quelque part une part de moi en toi. Alors avant d'être papa, quand on choisit le prénom de son enfant, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui va être utilisé des centaines de fois tous les jours. Hein. Et donc on a essayé de choisir, et on a eu du mal d'ailleurs à trouver les prénoms de nos enfants, avec mon épouse, mais on les répète. Et pour Abraham, c'était aussi quelque part la volonté que Dieu avait pour lui de lui dire, mais tu sais, maintenant que tu as changé de nom, tu vas retenir le projet que j'ai pour toi. Parce que j'entre dans ta vie. Si tu acceptes de partir, j'entre dans ta vie. Le départ. Oser quelque part ce premier pas de la foi, là, comme on a eu avec l'histoire pour les enfants. Même si on ne sait pas où on va. Chose étrange dans notre texte, je reviens au verset 1 de Genèse 12, la traduction ne laisse pas forcément transparaître, c'est une traduction, toute l'intention de Moïse, auteur du texte, tel qu'il l'avait au départ. Alors, il faut que je vous donne quelques explications. En hébreu, pour insister sur quelque chose, on répète le même mot 2 fois. Par exemple, dans Genèse 2, 17, quand Dieu dit à Adam et Ève, « Le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez », en hébreu, c'est « vous mourrez en mourant ». Bon, c'est pas très esthétique quand on traduit en français, on est d'accord, vous mourrez en mourant. Donc, la plupart des traductions disent « vous mourrez ». Certaines ajoutent, pour bien insister, pour essayer de garder l'idée qu'on a dans le texte original, « vous mourrez certainement ». C'est sûr que vous mourrez, d'accord ? Ici, pour Abraham, quand Dieu lui dit « va-t'en », en hébreu, c'est l'air, l'era. Va-t'en en t'en allant. Alors, vous êtes d'accord que si on traduit « va-t'en en t'en allant », c'est du français un peu bizarre. Donc, la plupart du temps, on dit juste « va-t'en ». Mais on rate quelque chose parce que le l'air, l'era peut aussi être compris comme étant « va-t'en pour toi ». Et parce qu'il y a un jeu de mots qui est existant ici. L'era, c'est pour toi aussi. Donc c'est à la fois va-t'en en t'en allant, comme si Dieu avait voulu insister sur la nécessité de partir. Quelque part, il faut que tu quittes ta famille, il faut que tu quittes ton frère. Il y a un autre frère qui était déjà décédé, mais il faut que tu les quittes. Tu quittes ton papa.
Il faut que tu quittes quelque part, et le texte semble insister aussi, ta patrie, le pays où tu habites. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à des sacrifices, finalement, à une déchirure, à laisser quelque chose derrière toi, à sortir de ta zone de confort pour te lancer dans une aventure que tu ne maîtrises pas, mais à laquelle, moi, Dieu, je t'appelle. Il faut que tu acceptes ça. Et donc c'est à la fois cette notion, mais en même temps, Dieu est en train de lui dire, mais si je te demande de tout quitter, c'est pas simplement parce que j'ai une idée comme ça saugrenue derrière la tête, venant de Dieu, ça serait quand même surprenant, mais c'est parce que j'ai un projet pour toi. Tu vas quitter des choses, tu vas sortir de ta zone de confort, mais ça sera pour toi. Quelque part dans ce pour toi, il y a déjà le je t'aime. C'est pour toi que je le fais. C'est pour toi qu'on va le faire ensemble. C'est pour toi que tu vas te lever et qu'on va avancer en commun dans un cheminement ensemble. Une fois qu'on est parti, on a parfois envie d'abandonner. Parce qu'il y a les douaniers, parce qu'il y a les gendarmes, parce qu'il y a la pluie, parce qu'il y a la clé qui a disparu. On pourrait dire, mais Seigneur, je ne comprends pas parce que j'ai tout quitté pour toi. Fini les projets d'études, les projets de tel ou tel métier, je suis prêt à m'engager pour toi. J'ai enfin accepté ce que tu m'as demandé de faire. Et c'est pour toi que je le fais. Et comment ça se fait qu'au bout d'une semaine, j'ai déjà autant de galères? Alors c'est des petites galères, il est vrai, par rapport à d'autres, mais c'était quand même un peu spécial, ces événements qui se sont enchaînés durant cette journée-là de déménagement. Où tu es dans ces cas-là, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Pourquoi est-ce que ça commence ainsi? Et Abraham s'est peut-être aussi posé ce genre de questions une fois qu'il a commencé son grand voyage vers l'inconnu, le pays que je te montrerai. Je ne sais pas où tu en es dans ton parcours avec Dieu. S'il a commencé, par exemple. Parfois depuis de nombreuses années. Et là, et se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle ou telle tragédie? Pourquoi est-ce que je suis obligé de faire tel ou tel sacrifice? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ou m'amènes à telle ou telle destination, direction? Qu'est-ce qui se passe? On a parfois envie de s'asseoir et puis de ne plus redémarrer. Couper le moteur, stop, terminé. Et pourtant, Dieu nous dit, non, non, tu sais, c'est pour toi. Même quand ça ne va pas, ça sera aussi pour toi. Même si c'est dur, ça sera aussi pour toi. Peut-être que certains parmi nous n'ont pas encore commencé ce grand voyage, cette aventure avec Dieu. Et c'est vrai que si, il y a 20 ans, en commençant les études de théologie, je m'étais douté que je deviendrais secrétaire général de la fédération, je pense que je ne serais pas allé plus loin. J'aurais arrêté le camion sur le bord de l'autoroute. Parce que justement, je suis quelqu'un qui suis très timide, je ne me vois pas faire plein de choses. Et puis, bizarrement, Dieu arrive à faire avec vous parce que c'est lui qui vous a demandé de partir. Et ça m'arrive encore régulièrement de lui dire, bon écoute, là je ne sais pas comment je vais gérer, je ne sais pas comment ça va pouvoir bien se passer, mais c'est ton affaire. C'est toi qui m'as demandé, c'est ton affaire, c'est ton problème, et c'est toi qui gères. Moi je suis juste là entre tes mains, débrouille-toi avec moi. Et puis, il arrive à faire avec mes faiblesses et mes limites. Peut-être que certains n'ont pas encore commencé ce parcours avec le Seigneur. Oh, ils en ont entendu parler, ils ont la petite graine déjà. Et dans la petite graine, il y a déjà tout ce potentiel qui ne demande plus qu'à se développer, qu'à grandir. Mais il y a ce moment où il y a besoin de dire « Ok Seigneur, j'accepte de partir. » Et Dieu, ce matin, s'adresse particulièrement à toi, peut-être plus les jeunes encore.
Est-ce que tu es prêt à partir avec moi, dit le Seigneur, dans cette aventure? Ça sera une belle aventure. Elle sera peut-être difficile parfois, mais ça sera une belle aventure. Tu ne sais pas forcément où tu iras. Il y aura des étapes peut-être un peu spéciales que tu n'avais pas envisagées. Mais je serai avec toi. Jésus nous dit tous les jours, je serai avec toi. Le texte qui a été lu tout à l'heure de Tite par Gary, au chapitre 2, est finalement le résumé de l'Évangile. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. Cet amour que Dieu a pour nous, cette grâce qu'il manifeste. Qu'est-ce que nous en faisons de cette grâce? Comment nous la recevons? Est-ce que nous l'implémentons dans nos vies? Est-ce que nous la voyons, la percevons? Est-ce que nous la vivons? Et elle nous enseigne justement, dans ce projet de vie que Dieu a pour nous et projet de transformation, à renoncer à un certain nombre d'éléments, l'impiété, l'iniquité, etc. Et à vivre d'une manière sage, pieuse, juste. Voilà le projet que Dieu a pour chacun de nous. Et il nous invite à être de la sorte ceux qui partagent cet évangile, ce projet autour d'eux. Je sais que le concert de tout à l'heure est aussi un moyen d'essayer d'inviter des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour qu'elles s'engagent avec lui après l'avoir rencontré. Où en es-tu dans ton parcours avec le Seigneur? La destination finale, même si Dieu ne l'avait pas donnée à Abraham, devenu par la suite Abraham, c'est de vivre un jour l'éternité avec Dieu, en sa présence, dans un royaume renouvelé, fait de paix, d'amour, d'harmonie, de sécurité, de joie, et surtout en sa présence. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, à appréhender cette invitation, cette demande que Dieu formule. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton Père, et va vers le pays que je te montrerai. Et que Dieu nous aide aussi, pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années, parfois de très longues années, à accepter que le parcours n'est pas toujours aussi facile qu'on le souhaiterait. Et que peut-être même il ne l'est pas parce que dans cette guerre contre l'ennemi, il y a des réactions. Et c'est logique quelque part. Et qu'on puisse continuer avec notre Seigneur, main dans la main avec lui, en nous rappelant cette promesse qu'il est toujours avec nous, que c'est lui qui nous a demandé de partir et c'est lui qui sait où nous allons aller, parce que c'est son projet de vie pour chacun de nous. Amen.